Au Conakry, 21 juillet 2015, au sommaire, les populations de Kamsar et Malapouya étaient fortement mobilisées dans la région de Boké pour accueillir le président de la République, professeur Alpha Condé. Les habitants saluent les œuvres du gouvernement. Le ministre de l'Industrie ferme l'usine de fer à béton dans la zone de Kagbélin. Le ministre se dit choqué par les conditions de vie exécrables des travailleurs de cette unité de production gérée par une société indienne. Des mineurs au volant, une pratique qui provoque des accidents mortels à Conakry. La police routière indexe l'irresponsabilité des parents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé au lancement du chargement des premières tonnes de bauxite et inauguré le port fluvial de Katougouma dans la région de Boké. Ce projet envisage d'exporter plus de 5 millions de tonnes par an et créer 3000 emplois. Les populations bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les précisions avec Ibrahima Keïta. Démarré en mars dernier, le port fluvial de Katougouma dans la préfecture de Boké est désormais une réalité. C'est un port de 41 hectares possédant toutes les commodités requises en la matière. Des remorqueurs, barges et transbordements accessibles qui font la particularité de ce port fluvial. Avec son quai multifonctionnel, ce nouveau port fluvial de Katougouma vient ainsi combler un vide dans l'exploitation de la bauxite en Guinée. Fruit du partenariat entre le gouvernement guinéen et le consortium Hongiaou, Waining et USM Guinée, la société minière de Boké, en réalisant cette infrastructure dans le délai, entend aller loin dans sa démarche avec le gouvernement guinéen. Des sociétés minières chinoises associées à ce projet qui ont décidé de faire confiance à la Guinée comptent augmenter leur intervention dans le pays. Malgré les difficultés engendrées par l'épidémie d'Ebola, le Vignes-Coupe, avec un investissement de 200 millions de dollars, a terminé au temps voulu la construction du quai de chargement multifonctionnel et du camp d'exploitation ainsi que la programmation des flottes et a réalisé l'exportation de bauxite au Matona. C'est un succès encourageant dans la coopération minière entre la Chine et la Guinée. Et je voudrais exprimer mes vives félicitations pour le plan succès du projet. Il faut également rappeler qu'au cours de l'exécution du projet, le Vignes-Coupe s'est acquitté activement de sa responsabilité sociale en bénéficiant aux habitants locaux de cliniques, des lampadaires solaires, des dues et des aliments. Je suis persuadé que le bon avancement du projet de Vignes-Coupe va accélérer l'exploitation de bauxite de Guinée, créer des emplois pour la population de Boké et intensifier nos échanges commerciaux en vue d'une coopération minière gagnant-gagnant. Avec un gisement de plus de 100 millions de tonnes, ici, il s'agit d'une exploitation semi-industrielle. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, ce nouveau port fluvial, en plus de la société minière de Boké, peut servir d'autres partenaires évoluant dans le pays. La société envisage d'exporter 5 millions de tonnes de bauxite dans les 12 prochains mois, avec un objectif de passer à 10 millions de tonnes par an pour les années suivantes. La société prévoit, dans un premier temps, d'investir environ 120 millions de dollars américains, avec une possibilité d'augmentation des investissements qui seront financés entièrement par les membres du consortium. Ce qui répond d'ailleurs au souci du chef de l'État qui, dans la mise en œuvre de la politique minière du pays, vise des objectifs. Notre politique minière est basée sur un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est gagnant-gagnant. Nous estimons que les sociétés minières qui viennent travailler chez nous ne sont pas dans l'armée de salut. Ils doivent donc tirer les avantages de leurs investissements. Mais ces investissements doivent servir à la Guinée, non seulement à son développement économique et financier, mais aussi servir aux populations locales. Mais aussi, notre exigence, c'est de former nos cadres pour que demain, les cadres guinéens soient en mesure de diriger le mine. L'autre objectif aussi, Dieu nous a dotés de beaucoup de possibilités de barrages. Il est important pour nous donc de faire ces barrages pour que demain, nous ne soyons pas seulement des exploitateurs de bauxite, mais que nous puissions transformer la bauxite en alumine et pourquoi pas en aluminium
ce qui donnera plus de plus-value à la Guinée. Aujourd'hui, notre participation au marché international à la BC est de 7%. Toute notre bataille est d'atteindre au moins 25%. Et je suis certain qu'avec des sociétés comme Winning et la bonne volonté de certaines sociétés, nous allons arriver très rapidement. Parlant du dédommagement des riverains, le président de la République a rassuré les populations de Katouguma. Non seulement il faut indemniser, mais nous devons dire que nous devons là-bas. Parce que nous avons dit on va faire un défi au marché. Donc il y a un compte fini. Nous devons dire il sera indemnisé pour qu'il y ait un holiday, parce que c'est pas le nara. Ici, il est prévu la création de plus de 3000 emplois, la réalisation d'infrastructures de base au bénéfice des populations riveraines, faire profiter directement aux Guinéens les retombées des ressources naturelles est une autre vision du chef de l'État, une vision qui donne espoir à une population qui attendait depuis plus de 50 ans. Le président de la République vient donc de séjourner dans la région de Boké. Professeur Alpha Condé a été reçu dimanche dernier par les populations de la sous-préfecture de Kamsar et du district de Malapouya. Dans ces localités, le chef de l'État a conféré avec les populations au centre des entretiens la lutte contre le virus Ebola et la desserte en courant électrique. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Ibrahima Keïta. Zone minière par excellence, la sous-préfecture de Kamsar est à quelques 54 km de la préfecture de tutelle Boké. En venant ici, le chef de l'État dans sa tournée veut échanger avec les populations de cette sous-préfecture. Ici comme ailleurs, c'est un accueil chaleureux qui attendait le président de la République et sa suite. Et le folklore de la localité était au rendez-vous, comme pour dire que Kamsar reste attaché à ses valeurs culturelles. Faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre dans les prochaines années, telle est la vision du chef de l'État pour la Guinée et les Guinéens. Dans cette démarche, professeur Alpha Condé, s'adressant à ses compatriotes de Kamsar, est allé comme à son habitude droit au but. Prévu pour 10 000 habitants, la sous-préfecture de Kamsar est en dépassement de sa capacité d'accueil. Conséquence, le manque d'équipements sociaux se pose avec acuité. Kamsar a été fait pour 10 000 habitants. 10 000. Il y a combien? 300 000 personnes. 300 000. 300 000. C'est combien de kilomètres? 15 km carrés. Maintenant, Naki, avec Paris, on a une densité d'habitation Bouabé. Alors, dans la affaire, nous le pouvons. En 300 000 personnes. Est-ce que les équipements sociaux peuvent suivre comme ça? Parlant de la desserte en courant électrique, le président guinéen, après avoir mis l'accent sur ce qui est fait et ce qui est en cours dans le cadre de l'électrification du pays, n'est pas passé par 4 chemins. Je suis venu pour que la Guinée avance. Je ne suis pas pour les tricheurs. Tu veux l'eau, tu payes. Tu veux l'électricité, tu payes. D'ailleurs, je courant et courant et ça suffit. Nara, je vais faire faute là. Ah, que le Nathan, calcul imuna, madame imuna. Ah, encore 100 000 francs, il y a un courant fi. N'a pas de nom. Courant, comptez ça, on est yébi. Bien le courant, c'est un modèle. Grâce à l'effet monnaie.
En outre, le président de la République a fustigé les émeutes enregistrées le 29 mai dernier ici à Kamsar. Émeutes au cours desquelles des citoyens se sont attaqués à une équipe médicale de lutte contre le virus Ebola. Pour le professeur Alpha Condé, il est plus que temps de vaincre la maladie. Mais cela n'est possible qu'avec l'implication de chacun. De Kamsar, la délégation présidentielle s'est dirigée vers le district de Malapouya. Dans cette zone agro-pastorale de 1222 km² pour 12 744 habitants, le président de la République a eu un accueil dû à son rang. Ici, au nom des populations rurales de Malapouya, les doléances ont porté sur le manque de forage, de marché, de terrain de football et d'appui au monde agricole. Des doléances que le chef de l'État a promis d'honorer. Dans la forage, Guinée-Ramakiti, Dimera-Ballon Bombodé, Andou Mali fait, plein et aménagé fait, parce qu'on a autant de grenier là, encore un malin. C'est un président de la République satisfait d'avoir échangé avec ses compatriotes du pays profond qui a quitté Malapouya pour d'autres localités. Dans l'actualité encore, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a conféré avec les partis politiques. La démarche vise à impliquer les leaders d'opinion dans le processus de réconciliation nationale. L'initiative est appuyée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le PNUD et l'UNICEF. Mahamoud Bari a suivi la rencontre. Amener les acteurs politiques de la Guinée à s'impliquer dans la réconciliation nationale. C'est du moins la préoccupation de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale qui a mis en œuvre un projet de consultation en appui au processus de réconciliation. Cette session, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le PNUD et l'UNICEF, devrait permettre aux acteurs politiques de prendre connaissance du projet de consultation et de maximiser leur implication dans ce processus ambitieux. La présente session marque la confirmation de l'engagement de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale à travailler main dans la main avec toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, et notamment les parties prenantes du processus de justice transitionnelle pour la réalisation de la réconciliation nationale. L'implication de ces acteurs politiques de toutes les tendances va faciliter la prise en compte des préoccupations, le diagnostic de la situation, la démarche participative, le rôle et la responsabilité des hommes politiques et les enjeux de la réconciliation seront au centre de cette réflexion. Ce que nous attendons des politiciens, c'est leur appropriation du processus de réconciliation nationale, des enjeux liés à la réconciliation nationale et aussi leur engagement à accompagner le processus pour que les fils et les filles de Guinée puissent se réconcilier avec eux-mêmes. Des éléments structurants de ce processus devront être mis en œuvre. Il s'agit notamment le droit à la vérité, à la justice, à la réparation ainsi que des garanties de non-répétition. Les acteurs politiques guident notamment les opinions publiques et suscitent aussi la sensibilité des opinions publiques. Et raison pour laquelle il est important que cette classe politique soit, disons, s'approprie de la grande opération de consultation nationale que s'apprête à engager les deux coprésidents. À l'agenda de la Commission nationale de réconciliation, la rencontre avec les partenaires techniques et financiers, les forces sociales et l'association des victimes. Dans l'actualité, encore 180 délégués du RPG Arc-en-Ciel a suivi une formation sur le rôle du délégué dans un bureau de vote. La formation est animée par un expert français. Les travaux se sont ouverts ce matin au Palais du Peuple à Conakry. Alia Kamara signe ce reportage. Dans les états-majors du RPG Arc-en-Ciel, il s'agit du plus important rendez-vous électoral. Une échéance pour laquelle les délégués des différentes structures de base ont besoin de connaissances techniques sur le processus des élections.
D'où l'organisation de cette session à l'intention des formateurs seniors pour leur faire des recommandations. On ne peut pas en 5 ans, surtout quand ces 5 ans, la dernière a été marquée par le virus Ebola, on ne peut pas en 5 ans accomplir tout ce qu'on voulait faire et surtout accomplir tout ce qui est nécessaire pour votre pays. Donc c'est un enjeu extrêmement lourd qui pèse pour la journée et pour demain sur mes épaules, mais surtout pour les semaines et les mois qui viennent sur vos épaules. Les cadres du parti insistent sur la mobilisation des délégués, notamment dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Les représentants de notre parti à tous les échelons du processus électoral doivent recevoir une formation pour savoir comment se comporter et comment faire pour que le parti ne soit pas brimé à un niveau quelconque de ce processus. Jusqu'à l'intérieur du bureau de vote, c'est extrêmement important. Évidemment, une élection comporte beaucoup de choses. Il y a la campagne électorale qui va ouvrir bientôt. Il y a beaucoup d'activités, les activités publiques de meetings, de marches, de ceci ou de cela. Mais l'opération essentielle, c'est justement la représentativité et la représentation du parti aux différents échelons du processus. Il y a un enjeu derrière ce processus électoral et cette formation permet de peser cet enjeu en clarifiant le rôle du délégué dans un bureau de vote. Les 182 participants venus de tout le pays se familiarisent avec plusieurs techniques. Ils apprennent notamment comment éviter les bulletins nuls, des connaissances qu'ils comptent répercuter à la base. Il faut veiller à ce que ces électeurs aillent vers le scrutin le jour du vote. Et qu'au niveau du bureau de vote, qu'il y ait une vigilance absolue. C'est-à-dire que les recommandations qui sortent de cet atelier, que les gens se voient, qu'ils restent là, vigilants, attentifs et qui rendent compte. À quelques 3 mois de la prochaine présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel affûte ses armes. Un guide est attendu au terme de cette rencontre et doit contenir des détails au sujet de nouvelles stratégies mises en place pour faciliter la route qui mène au 11 octobre. Et puis, le ministère de la fonction publique dans la dynamique de recrutement de nouveaux fonctionnaires pour faciliter la réception et le traitement des dossiers de candidature. Le département a initié une formation à l'intention des délégués chargés de ces travaux. Ils apprennent le nouveau guide de procédure de recrutement. Le ministre de l'Industrie, en croisade contre les unités de production qui ne répondent pas aux normes. Boubacar Bari a procédé lundi à la fermeture de l'usine de fer à béton dans la zone de Kagbélé à Dubreka. Les matériaux utilisés par cette société indienne portent à suspicion et les conditions de travail des ouvriers sont exécrables. Voici le reportage de Bernard Tonguino. Les travaux de production de cette usine sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Ici à Kagbélé, la société indienne Odav Steel Manufacturing produit du fer à béton à partir de la ferraille. Mais des suspicions portent sur la qualité du fer produit. Après analyse d'un échantillon déjà prélevé, les résultats seront certifiés si l'entreprise est dans les normes. Nous avions quelques difficultés avec cette unité industrielle que nous avions demandé d'arrêter. On avait arrêté la production justement pour faire des contrôles de conformité du fer à béton qui pose problème apparemment. Un dossier qui a été discuté en conseil interministériel, discuté en conseil des ministres et des instructions précises de M. le Président de la République ont été données par rapport à ces problèmes et nous sommes en train de faire la procédure qu'il faut ou qui s'y est en la matière. C'est des matériaux de construction, le risque d'accident existe. Si les matériaux ne sont pas conformes, vous savez déjà qu'on a beaucoup de problèmes de contrôle de qualité des ouvrages qui se font. Si les éléments constitutifs des ouvrages ne sont pas conformes, vous savez que c'est extrêmement dangereux pour nos populations et nos concitoyens. Un autre élément fâche le ministre de l'Industrie dans les activités de cette unité industrielle. Ce sont ces journaliers qui travaillent dans des conditions lamentables. Les travailleurs travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, n'ont aucune mesure de sécurité, pas de chaussures de sécurité, pas de gants. Ils sont dans un environnement de ferraille de toutes sortes, les gens peuvent se blesser à tout moment. Bon, vous avez vu l'état de la cour, a besoin d'être aménagé pour que les espaces soient localisés, qu'on sache où est-ce qu'il faut faire les entreposages des matériaux tout venant, où est-ce qu'il faut faire les prix, les produits finis, où est-ce qu'ils sont stockés, comment ils sont stockés. Il y a un véritable problème dans l'usine. L'usine a des problèmes de sécurité. L'usine OSM s'est installée en Guinée depuis 2012. À ce jour, l'entreprise emploie 92 Guinéens. En attendant la reprise des travaux de production, les machines seront sous tension pour ne pas qu'elles se grippent.
Et puis, si vous êtes fidèle au programme de la télévision nationale, vous avez certainement constaté quelques soucis techniques. Les émissions sont perturbées, surtout en cas de forte pluie. Mais ces problèmes seront bientôt un lointain souvenir. Une nouvelle station terrienne est en construction dans l'enceinte même de la RTG Koloma par la Chine. Le constat de Mabinti Laïsouma. Depuis quelques semaines, la télévision guinéenne fait face à des problèmes techniques récurrents. La diffusion des programmes est souvent interrompue pendant cette saison pluvieuse. Les techniciens expliquent la situation par deux problèmes majeurs. Nous sommes à la régie comme ça, il n'y a pas de backup. Quand il y a coupure de courant électrique, c'est s'éteint directement. Et les équipements sont très sensibles à ça. Il peut y avoir même une panne à cause de ça. Donc le backup n'existe pas. En temps ensoleillé, comme à l'heure là, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Le signal passe correctement. Dès qu'il va commencer à pleuvoir, avec une intensité forte, avec l'intensité forte, il y a le fidèle qui va prendre l'eau, et aussi la liaison, si le faisceau travaille dans la bande KU, il y aura obligatoirement l'atténuation du signal. Ce pylône géant est en construction dans l'enceinte de la première chaîne publique d'information à Koloma. Il va abriter les antennes pour améliorer la diffusion. Ici, depuis quelques mois, la coopération chinoise s'active pour la construction d'une station terrienne. Ici sera un centre de diffusion. Et ce centre de diffusion-là, on ne va plus envoyer le signal à Boulbiné. Donc, quand les travaux vont finir ici et que la réfection des studios radio et télévision vont finir, nous allons être complètement tranquilles, nous allons indépendants, nous allons diffuser ici indépendamment de Boulbiné. On va monter ce satellite à partir d'ici. Donc, ce problème de faisceau dont je parlais avec la pluie, quand l'intensité pluviométrique est élevée et à coupure de liaison, donc il n'y aura plus ça. Nous allons émettre ici. Et puis la portée, l'information sera très grande parce que le pylône est à 120 mètres de haut. Dans quelques mois, les travaux de cette station terrienne seront terminés, ce qui va faciliter la migration de la télévision nationale vers le numérique. Cette numérisation va permettre à la vitrine de la Guinée de diffuser ses programmes sans interruption et avec des images de haute qualité. Mabinti Laïsouma, merci pour ce reportage. Célébration le 18 juillet dernier aux États-Unis de la journée internationale Nelson Mandela par la Fédération UNESCO pour la paix. Objectif exhorter le monde à s'inspirer du modèle de Nelson Mandela qui a consacré sa vie à la lutte contre la ségrégation raciale. Fatoumata Samoa, notre reporter aux États-Unis, était de la partie. Conférences, débats, panels et soirées de gala sont des activités par lesquelles la Fédération UNESCO pour la paix célèbre la journée internationale Nelson Mandela, ici à Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Pour perpétuer les idéaux de liberté, de démocratie et de justice prônés par Nelson Mandela pendant 67 ans, des hommes et des femmes qui partagent ces valeurs sont élevés au rang d'ambassadeurs de l'UNESCO pour la paix. Parmi les lauréats de cette première édition, la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, l'honorable le juge Robert Mark Bell et l'érudit Elhadj Cheikh Souleymane Sidibé. Djankana Solo, en plus de sa lutte pour le rayonnement de l'islam, se battra désormais aux côtés de l'UNESCO pour un monde meilleur. Je me bats contre l'impunité. Je crois que cela m'encouragerait et au-delà de moi-même, toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent cette cause. Boyan men dini alubolo bi nalmu ka trophée dinne ma kalubara dunya anyam bolo di ñoo ma ka dunya la sabati tembe ni kambe du mol ni ñon te dunya kono nsawane boyan wala ni kabako balé de alabolo boyan de ce président manala gouvernement be ambolo yetandi ambolo UNESCO la ji ko trophée men dini nsawale ambassadeur de la paix. Dans la soirée, un beau monde composé de sénateurs, de maires et de grands noms du showbiz se retrouve pour célébrer en gaieté la mémoire de Madiba, ce prisonnier de conscience mort en 2013 à l'âge de 95 ans.
L'autre temps fort de cette édition, la Guinée, capitale du livre pour l'année 2017. Vous le voyez donc en image. L'annonce a été faite hier par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Selon le communiqué de l'agence onusienne, le comité de sélection composé d'experts a souhaité distinguer le pays pour son budget maîtrisé et ses objectifs du développement qui mettent l'accent sur les jeunes et l'alphabétisation. À propos, nous recevons en direct dans ce journal le ministre de la Culture, Monsieur le ministre Amir Conté. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Quel est concrètement le sentiment qui vous anime en apprenant que la Guinée a été choisie capitale mondiale du livre en 2017? C'est un sentiment de fierté que parmi plusieurs pays candidats ou plusieurs villes candidates, que Conakry soit retenue comme la capitale mondiale du livre en 2017 par l'UNESCO. Comme vous l'avez dit, c'est un comité d'experts, un comité international d'experts qui a choisi Conakry comme capitale mondiale du livre. Je vous rappelle que nous-mêmes, nous étions à Paris pour appuyer cette candidature auprès d'un certain nombre de structures, d'organisations, parce que c'est un problème de lobbying, simplement. Nous avons rencontré avec le directeur de l'Harmattan Guinée Sansi Kaba, nous avons rencontré beaucoup de structures à Paris pour appuyer et accompagner, bien entendu, de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée à Paris, pour appuyer cette candidature. Et je suis donc très heureux, ici, comme vous l'avez annoncé, d'informer le peuple de Guinée que le Conakry, la capitale guinéenne, a été retenue, nommée par le comité international d'experts comme la capitale mondiale du livre en 2017. Mais en plus de cela, la même capitale Conakry, ça a été le fruit de nos démarches à Paris, a été retenue comme la ville invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris en 2016. Pour qui connaît le Salon du Livre de Paris, qui est l'un des plus grands salons de livres dans le monde, donc le combat commence à partir de 2016 pour aller jusqu'en 2017 pour Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous comptez faire pour mériter cette confiance de l'UNESCO? D'abord, le projet qui a été fait est un bon projet ficelé. Il faut qu'on mette en œuvre ce projet. Il y a des activités qu'il faut faire. Il faut l'implication de tous les acteurs, tous les professionnels de la chaîne du livre. Il faut la construction des bibliothèques, la construction des médiathèques, la construction des points de lecture. Il faut quand même mettre le livre à la disposition du Guinéen. Et ça demande assez de moyens. Oui, tout à fait. C'est la contribution de l'État, des partenaires financiers, des sponsors et des institutions qui accompagnent la Guinée. Et c'est cette stratégie qu'on va mettre en place pour aller rechercher le financement. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un message particulier qui vous tient à cœur? Le message que j'ai à lancer au peuple de Guinée, c'est que la Guinée revient sur la scène internationale. Et ça, c'est un exemple. Être la capitale mondiale, c'est comme le mondial de football. C'est le mondial du livre que la Guinée vient de décrocher. C'est accompagner le ministère de la Culture, accompagner le point focal qui est le directeur de l'Harmattan Guinée et tous les professionnels de la chaîne du livre pour que cet événement, la mise en œuvre se fasse sans problème. Il faut l'accompagner parce que c'est un problème de la Guinée, c'est un problème guinéen, ça concerne notre pays, ça concerne la capitale de la République de Guinée. Et j'espère que cela dénote que les autorités guinéennes, et en tête le professeur Alpha Condé, accordent de l'importance au secteur de la culture, accordent de l'importance à la culture nationale. Amir Conté, ministre de la Culture, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Des mineurs au volant, une pratique qui persiste à Conakry. La police routière exprime son inquiétude et pointe le doigt accusateur sur l'irresponsabilité parentale. Des mesures sont envisagées pour stopper le phénomène. Mahawa Sangari signe son reportage. Mansouri Diallo a 16 ans. Déjà, il est aux commandes d'une moto-taxi depuis 3 ans. Cela sans permis de conduire. Dans les rues de Conakry, ce n'est pas un fait nouveau. Des mineurs au volant est une pratique récurrente. L'accident s'est passé au niveau du Carrefour Amérique. Moi, je venais de Marseille, je sortais du Carrefour d'Amérique. Je suis venu jusqu'au niveau du Carrefour. J'ai ralenti, puis j'ai klaxonné avant de bouger. J'ai klaxonné, j'ai bougé seulement. Après, je suis venu jusqu'au milieu du Carrefour. Il m'a tapé au niveau ici.
et il y avait les passagers. Le monsieur qui était assis devant moi, il a tapé sur son pied. Le jeune homme venait à ma gauche, au niveau d'un carrefour. Donc j'ai respecté un ralenti et dès que je l'ai vu passer, dès que je l'ai vu arriver, j'ai freiné brusquement pour essayer d'éviter le choc. Cet homme, propriétaire de cette voiture Toyota, est une victime de Ibrahima Sori. Mais pour la police, un mineur au volant ne peut pas être tenu responsable de ses actes. La lutte contre les mineurs au volant, nous sommes réellement contre ça parce que tous les jours que Dieu fait, ça ne fait que faire des victimes innocentes. Non seulement quand un mineur est au volant, elle est dans un véhicule auto ou sur une moto, non seulement elle oublie qu'elle constitue un danger non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres. Nous n'allons pas cesser de demander réellement aux pères de famille, aux responsables de famille, réellement de nous aider franchement à prodiguer d'utiles conseils aux enfants. Le petit Gallo, c'est un mineur qui fait le taxi moto. La police pointe alors d'un doigt accusateur vers les parents qui pour elles sont responsables des accidents causés par des mineurs. Et puis la direction générale du patrimoine bâti public informe la population de Conakry que suite à l'effondrement de l'immeuble annexe de l'hôtel Camayen, dans la commune de Dixie, le lundi 20 juillet 2015, il y a eu 2 blessés légers et aucune perte en vie humaine. À cette douloureuse occasion, la direction générale du patrimoine bâti public a dépêché une équipe technique et a alerté successivement la direction générale de l'hôpital de Donka et la direction générale de la protection civile qui ont envoyé une équipe de sapeurs-pompiers sur les lieux et une ambulance pour secourir les blessés. Elle demande aux riverains de cet immeuble de se tenir éloignés de cet endroit pour des mesures de sécurité et cela jusqu'à nouvel ordre. La direction générale du patrimoine bâti public compte sur l'esprit civique des populations de Conakry et les rassure qu'elle prendra toutes les dispositions utiles pour éviter de tels drames à Conakry. Conakry le 21 juillet 2015, Jonas Makamba Yano. Sport, avant de refermer cette édition pour parler du jeu de dames qui se tiendra à Côte d'Ivoire du 25 juillet au 14 août 2015, la sélection nationale guinéenne est championne d'Afrique et se prépare à défendre son titre continental. Sur la position de la Guinée dans le damier africain, on écoute le président de la Fédération des jeux de dames et échecs, Senkou Kaba. Nous avons au sein de notre circuit national des joueurs titrés, notamment Charles Akoube Abogui et Moussa Kamara. Pour la précision, la Fédération mondiale des jeux de dames décerne 3 grands titres fondamentaux pour les concurrents, pour les damistes. Le premier titre fondamental, c'est le titre de maître fédéral. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée a 2 titres, 2 maîtres fédéraux. Le plus grand titre honorifique que la Fédération mondiale décerne à un damis, c'est le titre de GMI, grand maître international. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée a le privilège d'avoir un GMI qui fait d'ailleurs notre fierté, parce que c'est le stade suprême de décoration d'un joueur. Donc avec tout ça, là, toute cette panoplie de joueurs, le damier guinéen n'a rien à envier aux autres damiers africains. Et puis, ce décret portant nomination d'un directeur de cabinet de région administrative. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Jean Smith Sandy, matricule 188-654X, administrateur civil, ancien préfet de Yomou, est nommé directeur de cabinet de la région administrative de Zirékouré en remplacement de M. Siba Kone, mise à la disposition de son département d'origine. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 21 juillet 2015, signé professeur Alpha Kone. Assemblée nationale instituant le monopole de l'État sur le tabac en République de Guinée. Vu la Constitution, après en avoir délibéré et adopté à travers sa commission des délégations, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er.
Il est institué en République de Guinée le monopole de l'État sur le tabac. Article 2. Le monopole sur le tabac concerne le contrôle et la régulation de sa culture sur le territoire guinéen, la commercialisation du produit brut à l'importation comme à l'exportation ainsi que sa transformation industrielle sur le territoire national. Le monopole concerne également l'importation et l'exportation des produits finis du tabac. Article 3. Pour la mise en œuvre de ce monopole, il sera créé une société nationale du tabac placée sous la tutelle fonctionnelle du ministère chargé du commerce et la tutelle financière du ministère chargé des finances, conformément au texte législatif et réglementaire en vigueur en République de Guinée. Article 4. Un décret du président de la République fixera les statuts de la Société nationale du tabac. Ce décret précisera notamment les missions, les organes, le mode de fonctionnement, le régime financier, les relations de la Société nationale du tabac avec la tutelle ainsi que ses rapports avec les opérateurs dans le secteur du tabac. Article 5. En attendant la création effective de la Société nationale du tabac, le ministère chargé du commerce est invité à prendre d'une part les dispositions appropriées pour réglementer les opérations dans le secteur de production et de commercialisation du tabac et d'autre part les initiatives pour la réunion des conditions nécessaires à la mise en place de la société précitée. Article 6. La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, le 21 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.